tous, je suis contente de vous retrouver sur le Nomade. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des accidents corporels qui peuvent arriver à bord d'un voilier et qui sont bien plus courants qu'on ne le pense. Alors si vous naviguez en solitaire ou en équipage, le long des côtes ou pour traverser un océan, une semaine ou plusieurs mois, il faut prévoir son voyage dans de bonnes conditions. Car si l'aventure reste à portée de rêve, la mer, avec son environnement parfois hostile, l'isolement et les faibles moyens dont on dispose à bord des bateaux, à l'exception des paquebots, peuvent augmenter les problèmes d'un point de vue de la santé. En navigation, le bateau bouge constamment. Entre les vagues, la houle, le courant, on perd très facilement l'équilibre et les mouvements sont inattendus et violents. Les manœuvres sont aussi source d'accidents parfois superficiels, mais peuvent être aussi plus graves et impressionnants. On tombe, on se cogne, on se blesse, on se fait projeter, on glisse, on se brûle, on se coupe, on tombe à l'eau. Par ailleurs, certaines manœuvres demandent des forces considérables. On peut donc, à tous un jour, être amené à être confronté à un problème traumatologique. Je me souviens, lors d'une traversée retour dans le golfe de Gascogne, l'eau était montée au niveau des barres de flèche parce que celle de bâbord bougeait énormément. Moi, j'étais dans le cockpit, en train de le hisser au winch, et sous l'effet d'une vague, et je pense aussi un peu de tension, j'ai glissé et je me suis déplacé 2 vertèbres. Je me suis retrouvée complètement bloquée du dos. J'ai réussi à le descendre non sans mal, mais j'ai passé 2 jours allongée à l'intérieur. Je ne pouvais plus rien faire. Le moindre mouvement du bateau me faisait souffrir. Alors, remettre les vertèbres en place dans un bateau qui bouge, c'est mission impossible. Atteindre les côtes en voilier et avoir des secours en cas de situation grave peuvent prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours en cas de plus longue traversée. Le bateau en haute mer est loin de tout, loin des secours, livré à lui-même. Si un problème arrive, il faut que le capitaine et l'équipage puissent se débrouiller. Vous pouvez vous blesser ou tomber malade ou développer une infection. Il faut donc pouvoir apporter les premiers soins et avoir une pharmacie à bord. Au large, certaines professions sont plus accidentogènes que les autres. Par exemple, les pêcheurs sont victimes de traumatismes parfois graves et difficiles à prendre en charge en pleine mer, à plusieurs jours de navigation du premier port. Et si les capitaines professionnels sont formés à certains soins infirmiers, ils suivent toujours les ordres du médecin. En mer, la réponse médicale dépend donc de l'urgence pour le plaisancier, mais aussi de la position du bateau et de sa distance avec un hôpital. En moyenne, les médecins de Toulouse déroutent les navires ou évacuent les marins pour raison médicale dans 20% des cas. Si vous êtes marin, professionnel ou simple plaisancier, il y a donc 3 pôles pour le secours en mer. Il y a donc le CCMM, qui est donc le Centre de consultation médicale maritime, qui donne l'avis médical par téléphone, que vous pouvez contacter par radio GSM ou satellite. Il répond 24 heures sur 24 à toutes les urgences médicales et pour les appels aussi non urgents. En 2017, 80% ont été soignés ou pris en charge à bord. Il y a aussi le CROSS, qui est les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage. Il détermine le meilleur vecteur pour rejoindre ou ramener à terre la personne blessée ou malade. Ça peut être la CNSM, la Marine nationale ou d'autres moyens nautiques et aériens. La décision de réaliser les soins à bord, de dérouter le bateau ou de déclencher une évacuation médicalisée est donc décidée conjointement par le CROSS et le CCM. Il y a aussi le SAMU, de coordination médicale maritime, le SAMU côtier, qui met à disposition un médecin sur place, sur ordre du CCMM, lorsque ça s'avère indispensable. Après la prise en charge, il orientera donc le patient vers la bonne structure capable de le prendre en charge en fonction des pathologies. Certains mouillages forains, très isolés, ne possèdent aucune voie d'accès par terre. La plage qui permettrait de débarquer la personne blessée ou malade étant enclavée entre de hautes falaises. Il faut donc gagner le port le plus proche avant tout. Avec tout ce que cela comporte d'aléas quant à la distance à parcourir pour atteindre un secours médical, la vitesse du bateau, avec l'état de la mer, de la force des vents et de sa direction, de la compétence et du nombre des équipiers. Il paraît donc important de connaître les protocoles d'urgence. Lorsqu'il s'agit de l'apparition d'une maladie banale, l'aggravation prend normalement du temps et donne donc un intervalle plus souple pour procéder à des évaluations et prendre des mesures. Mais si l'urgence est causée par une crise cardiaque ou un traumatisme grave, le capitaine se trouve confronté à la gestion de la personne qui se trouve dans des conditions critiques, avec des choix immédiats à faire, sans compter les réactions émotionnelles des autres personnes présentes à bord. C'est pour ça qu'avoir une procédure est d'une grande aide. S'il n'y a pas de médecin à bord, la communication du problème à l'extérieur devient aussi fondamentale.
soit pour avoir du réconfort dans les premiers secours, soit pour avoir la sécurité qu'une ambulance nous attendra au port ou que le capitaine de port puisse intervenir. Alors après la toute première intervention faite pour contenir la situation et en supposant qu'il n'y ait pas besoin d'une procédure de réanimation, il est conseillé que le capitaine du bateau assigne un rôle à chaque personne. Dans le cas d'un équipage expérimenté, il sera facile et rapide de le faire. Dans le cas de personnes inexpérimentées, il est absolument nécessaire de prendre soin de tout le monde. Quelqu'un devra se consacrer à la personne blessée et les plus aptes s'occuperont de la navigation. Lorsque ça arrive et que le temps est vraiment mauvais, n'hésitez pas à mettre le bateau à la cape ou en mouillage d'urgence. Alors, que faut-il protéger? Le chef de bord, pour qu'il ne s'accidente pas en portant secours à la victime, les équipiers pour éviter une panique qui empêcherait de porter secours ou de donner des soins à la victime de l'accident, le blessé ou le malade pour ne pas lui faire subir une nouvelle blessure. Alors, si toutefois les conditions de la personne blessée à bord sont considérées comme graves ou si vous êtes hors de portée d'un moyen de communication externe, le pan-pan ou le médé doivent être lancés immédiatement. Les autorités de patrouille ou éventuellement d'autres navires à proximité seront immédiatement mises en mesure d'intervenir. Il faudra fournir certains détails, le nom du navire, les coordonnées, la route et la vitesse suivie, ainsi que la destination prévue, le nom de la personne blessée, son âge, son sexe, la nature de l'événement, ses symptômes, son état général, s'il est conscient ou pas, son état émotionnel, etc. Les interventions déjà effectuées et les produits déjà administrés sont aussi à déterminer. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'un médecin peut demander une série d'interventions jugées nécessaires, comme la mesure de la pression artérielle ou de la température corporelle, en plus de ce qui est nécessaire pour stabiliser le patient en attendant une intervention. C'est une raison de plus, s'il en fallait une, pour prendre conscience qu'une boîte de premiers soins bien équipée à bord est indispensable. Certains équipages ont été confrontés à des problèmes préoccupants. Traumatisme crânien au large de la corogne, avec évacuation, infarctus, blessures profondes par hélice de hors-bord au mouillage, calculs rénaux en plein océan sans moyen de communication à bord, écrasement et fracture de doigts lors des manœuvres de mouillage, infection nécessitant un traitement antibiotique non présent à bord, et le déroutement d'un cargo lors d'une transat retour. D'autres équipages ont eu heureusement des navigations plus tranquilles, mais n'ont pas échappé aux problèmes courants, diarrhée du voyageur, pathologie ORL ou cutanée, plaies diverses et fractures. Si une personne se retrouve avec une fracture, elle peut être soignée à bord de manière transitoire. L'immobilisation et la réduction des fractures sont possibles suivant la qualification des personnes embarquées à bord. Les injections intramusculaires ou subcutanées, de même que la suture des plaies et le drainage d'abcès, sont possibles avec un minimum d'entraînement et une certaine connaissance et maîtrise des gestes. L'ensemble de ces mesures paraît au premier abord être du ressort d'un professionnel de la santé. Mais il est cependant possible, avec les communications actuelles, de suivre pas à pas une procédure médicale décrite au téléphone par un médecin à distance. Alors, les brûlures corporelles sur un bateau peuvent faire partie des accidents rencontrés lorsqu'on tire sur les bouts ou quand il nous échappe des mains. Bon ben là je viens de me brûler toute la main, tous les doigts de la main droite. On était sous spi et puis à un moment donné ça montait trop, donc l'eau il a lâché le bras de spi. Je devais le récupérer donc au milieu du bateau et il y a eu je sais pas un coup de vent d'un coup et elle est partie, le bras est parti trop vite et donc ça a glissé dans ma main et quand j'ai réagi c'était déjà trop tard, j'ai tout lâché donc du coup je suis brûlée. Donc moralité? Moralité, faut porter des gants et normalement j'en mets. Et voilà, donc portez vraiment des gants quand vous faites les manœuvres parce que du coup ça brûle quoi. Et puis bon là j'ai mis de la biafine, je vais mettre une bande. Alors ce qui est con c'est que c'est la main droite, c'est celle que j'utilise le plus. Donc là on est en mer, donc pour les manœuvres je vais faire ce que je peux et puis voilà. Mais en tout cas portez des gants parce que ça va très vite. Et aussi en cuisinant, car si le bateau gîte ou sous l'effet d'une vague vous renversez le repas chaud sur vous, ce sont de brefs moments d'inattention qui nous laissent généralement avec des brûlures pendant des semaines. Les premiers soins permettent de soulager la douleur et d'éviter les infections, car les brûlures présentent un risque élevé d'infection.
Elles doivent donc être traitées avec soin. Vous prendrez bien un petit coup de manivelle. C'est tout bête parfois, mais une manivelle de winch qui saute de son logement lors d'un étarquage peut devenir une arme redoutable, tout comme une écoute qui surpatte. Les manœuvres de guindeau et de chaîne peuvent être un risque pour les pieds, mais aussi pour les cheveux. Je me souviens, un jour, j'ai eu très chaud. Mes cheveux longs ont failli se prendre dans le guindeau. Il y a aussi les bosses, les hématomes et les articulations distendues qui font partie des blessures les plus fréquentes. Pour éviter les fractures d'orteils, terriblement douloureuses, les chaussures vont vraiment nous protéger. Il y a aussi le coup de baume violent qui peut nous projeter à l'eau, soit nous mettre KO dans le cockpit, voire pire. La baume est souvent responsable de traumatismes crâniens. Dans 3 cas sur 4, l'accident fait suite à un empannage involontaire. Un traumatisme crânien, même léger, souvent anodin, peut déclencher une semaine après des signes de souffrance, comme des maux de tête, de la fatigue importante, des troubles de la concentration, des vomissements. Les coupures arrivent facilement sur un bateau, que ce soit en essayant de cuisiner ou en raccommodant un bout. Il est nécessaire de ne pas sous-estimer ces blessures, parfois bénignes. Elles ne doivent pas être exposées au soleil, ni trempées dans l'eau de mer, car dans les 2 cas, la plaie se creuse. La cicatrisation de la plaie demande donc beaucoup plus de temps en mer. Parfois, les petites coupures ont vite l'air effrayantes si la perte de sang est importante. De plus, elles sont généralement énormément douloureuses et constituent parfois un véritable handicap pour la personne. Il y a aussi les allergies suite à la prise de certains aliments ou médicaments, de traumatismes, de piqûres d'insectes ou d'efforts. Parfois une simple éruption cutanée, mais dans les cas les plus graves, c'est l'œdème de Koch. Alors j'ai toujours sur le bateau l'adrénaline injectable qui est facile à utiliser et surtout qui va agir très rapidement, bien plus vite que d'autres médicaments. Donc là, on se l'injecte directement dans la cuisse. Ah, ça fait du bien d'avoir du soleil en navigation. Mais attention, le plus traître des bobos, c'est le coup de chaleur surprise et l'insolation mortelle. Le soleil est plus brûlant en mer qu'à terre à cause des réverbérations de l'eau. L'intensité du rayonnement est souvent élevée en été dans les régions tempérées, voire très forte ou extrême sous les tropiques. Et ce, malgré une température ressentie souvent faible du fait du vent et des embruns. En Bretagne, le soleil ne brille pas moins fort, mais sa puissance est souvent masquée par le vent, quelques nuages. Se protéger des rayons directs du soleil avec la crème et le chapeau, des vêtements longs, mais aussi un bimini. N'hésitez pas à boire suffisamment d'eau tout au long de la journée, car l'insolation peut provoquer de la fièvre, des vomissements ou une perte de connaissance, ce qui pourrait être grave si vous êtes seul sur votre voilier. Alors, si vous avez de la place dans votre bibliothèque à bord, vous pouvez aussi emmener des livres et ouvrages médicaux, même s'ils ne remplaceront jamais le recours à un professionnel de santé, mais ils peuvent être très utiles en cas de blessure ou dans une situation d'urgence. Ils peuvent faciliter la compréhension des démarches à effectuer en cas de problème et du positionnement à adopter. Il existe aussi du contenu gratuit, facilement accessible sur le web, si vous avez du réseau, ou à télécharger avant le départ. Alors, Laurent avait trouvé ce livre dans une boîte à livres en Bretagne. C'est donc une encyclopédie très pratique qui s'appelle Nauticus. Et donc, on y retrouve vraiment plein de choses dedans. C'est donc la médecine en mer sans médecin. Et je trouve qu'il est vraiment bien fait, bien détaillé. Alors, il a été réalisé par des biologistes, des navigateurs, différents médecins. Et on y retrouve vraiment un détail sur tout ce qu'on peut avoir comme maladie en mer, comme blessure. Il y a aussi un tas d'informations pour les femmes qui sont enceintes, qui vont accoucher, ou les enfants en bas âge. Enfin voilà, c'est vraiment une pépite ce livre. Et on retrouve aussi par exemple comment, si vous avez une luxation du pouce, comment mobiliser le pouce de manière à ne pas aggraver la situation. Enfin voilà, je trouve que c'est un livre vraiment très précieux. Et bon, il y en a d'autres bien sûr que vous trouverez dans les librairies. Alors avant de partir en mer pour un moment, il faut donc penser à la santé. Faire un bilan avant de partir, surtout si vous partez longtemps. Prendre rendez-vous chez le dentiste par exemple, car les douleurs dentaires sont parmi les pires et les pharmacies de bord n'offrent souvent pas grand-chose, je dirais, pour les soulager. Pensez aussi aux vaccinations, voir si vous êtes à jour ou pas. Alors, n'hésitez pas à évaluer les compétences médicales de l'équipage avant de prendre de large, savoir qui est capable de pratiquer une réanimation cardio-respiratoire, un point de compression, garrot, réaliser une injection sous-cutanée ou intramusculaire,
stabiliser une fracture, faire des points de suture. Prévoyez donc une trousse à pharmacie bien plus importante que si vous décidez de faire quelques jours de navigation. Et pour prévoir la trousse à pharmacie, prenez le temps de faire le point sur la composition de l'équipage, le programme de navigation, là où les destinations, si c'est des zones tropicales ou des zones à risque de maladies tropicales, si c'est des régions froides ou polaires, les zones éloignées ou peu développées. En croisière hauturière, il faut arriver à évaluer l'état de santé de l'équipage et savoir pratiquer au besoin les bons gestes techniques. Pour ce faire, il est possible d'acquérir un socle de connaissances en suivant un stage d'apprentissage aux techniques médicales en situation d'isolement. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Delire, médecin et responsable des formations médicales océaniques à l'association Médidistance. Bonjour Vincent. Bonjour Muriel. Voilà, je suis contente de pouvoir partager ce moment avec toi. Voilà, je suis médecin anesthésiste réanimateur. Voilà, donc bon, j'ai une activité hospitalière. Ça, c'est pour mon activité principale. Et puis, en fait, bon, je suis responsable de l'association Médidistance qui existe depuis une quinzaine d'années et qui prépare les personnes qui partent pour des transatlantiques ou des tours du monde, les navigateurs en règle générale, plutôt plaisance. Et voilà, donc on fait ça depuis une quinzaine d'années. Et puis ben, je suis parti pendant 4 ans sur l'Atlantique jusqu'au moment où le Covid nous a ramenés à la maison. Ouais. Voilà. Et puis d'un point de vue ben, formation, ben, j'ai en plus de ça une formation en médecine maritime qui a été réalisée à Brest. Voilà. D'accord, ok, super. Alors, Médidistance, tu peux expliquer exactement ce que c'est? Oui, donc c'est en fait une association, comme je le disais, qui a plusieurs activités de préparation pour les navigateurs. Et donc, il y a une première activité qui est une activité de formation, de préparation pour pouvoir réaliser les premiers soins à bord. Ça s'appelle les formations médicales océaniques. Voilà, ce qui se font une partie en distanciel et une partie de 2 jours en présentiel. Et puis l'autre activité principale, c'est la mise à disposition de pharmacies de bord toutes prêtes à embarquer, qui s'appellent Pharmacie Bac, voilà, et qui peuvent être commandées auprès de l'association et qui ont l'avantage d'être réfléchies depuis une quinzaine d'années, d'être très compactes, complètes, etc. D'accord. On n'est pas forcément obligé de passer par la formation. Est-ce que tu peux nous donner, ou est-ce que c'est peut-être trop compliqué, qu'est-ce qu'il faut emmener pour une longue croisière, en gros? D'accord. Alors, oui, non, il n'y a pas de souci. De toute façon, ce qu'il faut savoir quand on part sur une longue croisière, il y a 3 choses importantes. Il faut Mhm. avoir des connaissances. Donc ça, c'est une formation. Il faut quand même qu'il y ait une formation, qu'elle soit réalisée de quelque sorte, d'une quelque sorte qu'il soit. Il faut des moyens de communication performants pour pouvoir contacter les centres de consultation maritime ou un médecin, d'accord? Et puis, il faut du matériel, une pharmacie de bord. Donc, s'il manque quelque chose, une de ces trois points, mais c'est difficile de prendre en charge un problème médical à bord. Donc, Mhm. en fait, bon, maintenant, si on prend un des premiers points, c'est la communication. L'Iridium est plus ou moins dépassé et c'est Starlink qui a pris le pas. Donc, c'est vrai que ça permet même de faire des conférences, des téléconsultations. Donc, ça, c'est quand même une grosse avancée. Deuxièmement, les formations, ben, soit on peut avoir une formation premier secours très basique, mais on se rend bien compte que quand on sera au milieu de l'Atlantique, bon, il y aura peut-être d'autres choses à faire, savoir prendre en charge une plaie, la suturer, etc. Donc ça, on voit qu'il faut une formation complémentaire. Et puis la grosse difficulté, je dirais, pour les navigateurs qui n'ont pas de formation, enfin qui ne sont pas dans le domaine médical, c'est de savoir quand il faut ou non appeler le médecin, demander un avis. Et ça, à mon avis, c'est important de pouvoir le faire dans une formation. Et Mhm. puis, sur les pharmacies de bord, ben, il y aura toujours, on peut la détailler par la suite, hein, si tu veux, puisque c'est un peu le sens de la Ouais. question. Il va y avoir une partie de matériel et une partie de médicaments. Voilà. Et Mhm. donc, ce qui est important, parce que souvent, ce qu'on voit dans les pharmacies qui sont faites un petit peu comme ça, c'est que ben, on a plein de choses qui sont redondantes.
Et par contre, de temps en temps, il manque des choses hyper importantes. Donc, il y a des listings qui sont, enfin, Medidistance a ses listings, mais il y a d'autres listings qui existent, et ceux du CCM de Toulouse, par exemple, etc. Mais globalement, tout le monde a à peu près la même composition de base. Et après, il faut rajouter évidemment des choses un peu plus adaptées à chaque projet. Parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de navigateurs qui partent sans formation et qui n'ont même pas, parce que c'est un peu le problème, c'est que si on se retrouve avec une blessure à bord, euh, il y a souvent la panique qui prend le dessus, parce que les gens ne savent pas comment il faut faire. C'est quand même, ça peut être angoissant finalement quand on se retrouve en plein milieu de l'océan. Oui, tout à Alors fait. bien sûr, appeler, j'en parlerai justement dans la vidéo, mais il y a des numéros à appeler, mais ça ne suffit pas. Et, est-ce qu'il serait pas, euh, quand on embarque du monde à bord ou quand on part en famille, c'est quand même bien qu'on sache déjà euh, si les gens ont des problèmes de santé, s'ils prennent des médicaments, et si dans l'équipage, il y en a un, ou plusieurs, mais un qui soit apte à pouvoir donner les premiers soins. Oui, alors ça, il y a beaucoup de points dans ce que tu viens de dire. La première chose, c'est que ben, c'est sûr que l'avantage des formations, c'est de pouvoir justement se préparer un petit peu et de ne pas se retrouver surpris. Bon, dans les formations, il y a des un atelier de mise en situation, donc ce qui fait que ben, les personnes commencent à se rendre compte progressivement que c'est déjà différent de la formation, qu'on est face à un problème, qui a un peu plus de stress, etc. Donc oui, ça, c'est une chose qui est importante. Après, sur la question des personnes qui sont embarquées, oui, ce qu'il est conseillé de toute façon, c'est oui, comme tu as dit que tu en parlerais certainement, c'est le CCM de Toulouse, hein, le Centre de consultation médicale maritime. Ce centre de consultation médicale maritime conseille de renvoyer une fiche médicale assez succincte, mais avec les problèmes de santé que les personnes embarquées ont, pour déjà et un petit dossier. Et puis, bon, justement, comme tu le disais, il faut au moins, et c'est ce que je disais également, c'est que il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait des compétences à bord, des compétences de soignants. Et quand je dis une personne, c'est même à la limite deux personnes, parce que souvent, si c'est la personne qui a eu la formation qui est malade, c'est un petit peu Oui. embêtant. Donc, en règle générale, il faut deux personnes. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, ça c'est plutôt amusant, c'est que, en règle générale, dans les couples qui partent et qui se répartissent les formations, souvent monsieur fait la formation diesel et madame vient à la formation médicale. Voilà. Donc, mais c'est mieux de la faire ensemble. Ouais, ouais. Oui, mais je trouve ça important. Et puis c'est vrai que quand on se retrouve face à une situation, ben, le fait d'avoir fait une formation avant, ça permet déjà de mieux se préparer, d'appréhender d'être plus calme parce que on l'a déjà vu dans les histoires que Laurent raconte. Parfois, la panique prend le dessus et les gens ne peuvent plus rien faire. Donc, je trouve que c'est important de faire une formation, c'est important d'avoir des gestes, de pouvoir faire des choses pour rassurer la personne et puis la mettre en condition pour, en attendant finalement les secours ou justement d'avoir un médecin au téléphone pour nous dire finalement ce qu'il faut faire. Donc ça, je trouve ça important. Alors après, quand on se retrouve seul sur un bateau, là, par contre, c'est un peu plus, c'est délicat. Là, Disons que la prise en charge du problème médical peut être plus compliquée, oui. Par c'est exemple, ça. sur les sutures, ben, c'est sûr que on orientera plutôt le navigateur solitaire à utiliser des agrafeuses ou de la colle plutôt que du fil qui est quand même compliqué à mettre en œuvre quand on est seul à bord. Ouais. Parce que je vois les grands coureurs, il y a pas mal de courses, hein, mais je me dis, c'est pas facile quand on est seul et quand on se retrouve avec une brûlure, avec une blessure, un empannage. Bon, c'est peut-être moins fréquent, mais voilà, un coup de baume, Ouais, oui, enfin, je ça, veux dire, c'est sûr que les gros problèmes on imagine bien en solitaire que un coup de baume avec une perte de connaissance en solitaire, c'est nettement plus compliqué. Après, tout ce qui est, on va dire, soins courants, brûlures, etc., sont quand même gérables par un solitaire. Ça, c'est ouais. sûr. Et après, pour revenir je dirais à la gestion du stress dont tu parlais,
Ce qui est sûr, c'est que dans les formations, on insiste beaucoup sur un schéma de prise en charge qui permet en fait aux personnes qui ont assisté à la formation, avec ce schéma, de ne pas partir dans tous les sens, mais d'avoir un fil conducteur qui les guide et qui permet de récolter le maximum d'informations, parce que le but, en fait, c'est pas de se débrouiller tout seul avec une formation qui va durer les nôtres, il y a à peu près 20 heures de formation au total, mais globalement, c'est d'être les yeux et les mains du médecin à distance, c'est de savoir capter les informations et voilà les circonstances ou ce qu'on voit et pouvoir les transmettre au médecin qui lui décidera s'il y a lieu ou non de mettre un traitement en route et à ce moment-là, lui donnera des consignes à la personne pour les mettre en route. Et c'est aussi l'intérêt de la formation, c'est de comprendre ce que le médecin va demander et de pouvoir appliquer ses soins. Voilà, donc ça, c'est une chose importante. Et puis dans les formations, il y a aussi les algorithmes. Ça, c'est important d'avoir en tête des algorithmes parce que c'est ce qui permet de ne pas être stressé, puisqu'on sait, il y a ceci, je fais ça, je fais ça. Voilà, il respire, il ne respire pas. Voilà, et automatiquement, on sait ce qu'on doit faire. Voilà. D'accord. Parce que est-ce que dans la formation, justement, vous mettez en place aussi quand une personne fait une fausse route? Est-ce que ça fait partie de la formation? Je sais qu'il y a la Oui. méthode Helmich et tout ça, mais Oui, il y a les claques dans le dos voilà, et la manœuvre de Heimlich. Oui, ouais. on met ça, c'est fait en formation. On a des mannequins spéciaux pour le faire. Et chaque participant va utiliser ce mannequin pour éjecter le corps étranger et voir si ses mouvements sont correctement faits. Ouais. Voilà, donc ça c'est le but des formations. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait une partie, je vais dire, à distance. C'est que la partie à distance, il y a 5 modules, permet d'envisager la théorie. Et donc, le week-end de formation est un week-end Pratique. hyper pratique. Voilà. D'accord. Ouais, ça, c'est important. La théorie, Ouais. c'est bien, mais la pratique, c'est bien aussi. J'avais une question. Euh, Penses-tu qu'on doit se faire opérer de l'appendice avant de partir pour un long périple en mer? Alors ça, c'est une question qui revient toujours, qu'on revoit sur des blogs, dans les Ouais, forums, etc. La question, je ne vais pas expliquer les motivations là ici parce que ce serait un peu long. On le ouais, fait en formation, mais globalement, la réponse est très claire, c'est non. Voilà. d'accord. Ok. Je sais qu'il existe un médicament pour tenir. C'est-à-dire que en fait, et c'est pour ça qu'il faut avoir une pharmacie de bord qui est bien complète. Ouais, Il faut avoir des antibiotiques puissants injectables qui d'accord. vont permettre, pas évidemment d'opérer l'appendicite, mais de contrôler l'infection qui est en train de se développer, voilà, au Ouais, niveau de ouais. Ce qui l'appendice. permet de tenir après jusqu'à l'arrivée Voilà, oui, en règle port générale, oui, ou. tout à fait. Ouais, C'est ok. pour éviter la péritonite, en fait. C'est ça. Ouais. Ah oui, celle-là, ça serait vraiment très grave, hein. Là, je ne sais pas, dans les formations, vous parlez aussi, quand pour la préparation de la pharmacie, s'il y a une destination, par exemple, tropicale ou une zone à risque de maladie, les régions froides ou polaires, ça va forcément changer la composition de la pharmacie. Alors, la composition de la pharmacie, on va dire globalement non, mais c'est D'accord. sûr qu'il faudra des compléments. En fait, si on imagine les différentes facette de la pharmacie de bord au sens large du terme, c'est qu'il y a plusieurs pharmacies de bord. C'est-à-dire qu'il va y avoir la pharmacie, donc celle dont on parlait jusqu'à présent, c'est les médicaments qui sont conseillés pour euh, faire face à toute une série de problèmes courants. Après, c'est sûr que les personnes qui partent devront également avoir une pharmacie avec leurs médicaments personnels. Ça, Mhm. c'est clair. S'ils ont des enfants qui font, on va dire, moins de 25 kilos, il va falloir qu'ils aient des médicaments pédiatriques. Après, si, comme tu le disais, il y a une destination particulière, bon, tropicale, il n'y a pas trop de soucis, mais si c'est vraiment dans une zone dans laquelle il y a le paludisme, etc., il faudra, en plus des répulsifs pour moustiques et des crèmes solaires, il faudra embarquer des médicaments. Et après, il faut aussi imaginer, ça c'est plus succinct, mais il faut quand même aussi imaginer de regarder et de compléter ce qu'il y a dans le sac de survie, dans le grab bag. Parce que quand on regarde un grab bag fourni avec une survie, il y a 2, 3 pansements et ça s'arrête là. Donc il faut qu'il y ait une petite réflexion.
Voilà. Et après, l'autre chose qui est encore pour les gens qui partent sur des voyages un peu plus longs, c'est que il faut imaginer qu'on a besoin d'une petite trousse d'excursion, puisque c'est un petit peu idiot on avait eu le cas d'ailleurs quand on était en République dominicaine, c'est-à-dire on est parti en excursion en bus à 6 heures du bateau, et puis à 6 heures du bateau, on s'est retrouvé avec je dirais, des diarrhées du voyageur qui sont quand même courants, Ouais. et tout était au bateau. Ouais, c'est ballot. Voilà, donc il faut imaginer aussi avoir une petite trousse. Voilà, bon, on se fait avoir une fois, pas deux, quoi. Voilà. Mais donc Ouais, ouais, ouais. tout ça, c'est des petites facettes de la pharmacie. Il y a une pharmacie de base, puis il faut les médicaments personnels, la pédiatrie, les destinations un peu spécifiques, le grab bag et la trousse d'excursion. Voilà. Et la trousse d'exercice. Ouais. Je parlais aussi de, dans la vidéo, c'est l'insolation, parce qu'on sait que sur un bateau, surtout dans les zones où il fait très chaud, voilà, l'insolation, on peut se méfier parfois, enfin, on se méfie pas assez, j'allais dire, du soleil, hein, puisqu'il y a quand même sur le bateau, ça, il y a la réverbération. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est important sur un bateau, toujours se couvrir la tête, se mettre de la crème solaire. Enfin, je veux dire, on Oui, entend pas ça mal c'est de choses quand même hein, sur Non, ça, les. c'est sûr que le soleil, comme tu disais, il y a la réverbération. Donc, Ouais, ça, c'est une chose. Donc, c'est sûr que il faut essayer de rester couvert. C'est le principe des bimini, etc., de la casquette. Si, non seulement les crèmes solaires, ça évite les coups de soleil, mais ça évite surtout d'abîmer sa peau et éventuellement d'avoir des cancers de la peau. Et après, sur les lunettes hein, aussi, parce que les lunettes, il faut bien se protéger les yeux parce que ça abîme avec les yeux avec la réverbération. Et donc ça, c'est des choses qui sont importantes. En plus de ça, maintenant, il y a plein de matériel technique, de t-shirts anti-UV, etc. Et puis après, ce qu'il ne faut pas oublier quand on est je dirais, au niveau tropical, c'est que il faut s'hydrater de manière hyper importante. Voilà. Je me souviens que quand on était au Guatemala, on était à une consommation de 4 à 5 litres de liquide par jour. ah Voilà. ouais, ouais, Et ouais, pas ouais, que ça du, sera et pas que du rhum, hein. Non, non, c'était majoritairement de l'eau, hein. ouais, le mieux, c'est ce qui hydrate le mieux, c'est sûr. Après, là, il faut avoir des réserves d'eau dans le bateau, quoi. Là, Oui, c'est c'est ça. pareil. Ou un désaliniseur, voilà. Donc Ouais, ça, c'est important. J'avais encore une question, mais elle m'échappe. Si tu as peut-être des choses qu'on pourrait rajouter par rapport à non, tout ça. globalement, c'est ce qu'il faut, avant un départ comme ça, il faut bien imaginer que la question santé est quand même Ouais, quelque chose d'important. Et c'est vrai qu'il faut, le prévoir dans le timing des préparations, puisqu'il y a des formations. Il faut également le prévoir dans le budget de préparation, puisque que ce soit les formations ou les pharmacies, ça va être un certain budget. Et après, dès qu'on va quitter l'Europe, il faut aussi bien réfléchir à l'assurance santé voyage. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important. mm. Ah oui, ça c'est vrai que là, au niveau des assurances, justement, je ferai aussi une vidéo là-dessus. Au niveau des problèmes dentaires, justement, j'ai vu là, il y a un couple qu'on suit, elle a eu des gros soucis dentaires. Là, c'est pareil, en fait. En fait, avant le départ, il faut vraiment tout checker. Et les problèmes dentaires, c'est quelque chose qui peut aussi arriver et qui peut poser vraiment des problèmes en mer, quoi. Oui, ça c'est toute la problématique de la préparation, je dirais, de santé avant le départ. Et donc Ouais, c'est sûr qu'il faut imaginer, bon après c'est variable un petit peu en fonction de son âge, mais il faut imaginer avoir une consultation chez son médecin traitant pour avoir un bilan un petit peu complet, éventuellement réaliser une prise de sang qui va permettre de voir un certain nombre de choses. Après, les problèmes dentaires, c'est sûr qu'il faut avoir une dentition parfaite parce que sinon ça devient vite ouais, un problème. Si on a plus d'une cinquantaine d'années, il faudra quand même imaginer aussi peut-être voir un cardiologue. Voilà, donc ça c'est sûr. A fortiori, si c'est-à-dire faire un test à l'effort.
installer. Ça, voilà, C'est ça, quand tu peux avoir ça un... rassure tout le monde, voilà. Et puis, ben, la prise de sang, ça permet aussi de savoir s'il y a du cholestérol, s'il n'y a pas de diabète, si les reins fonctionnent normalement, et puis toute une série de choses pour voir, en fait, pour partir en bonne santé. Parce que, voilà, c'est déjà le point de départ. On sait qu'il peut arriver des problèmes de santé en mer, puisque Distance avait fait il y a quelques années un retour sur l'ensemble des personnes qu'on avait formées. Donc, c'était une grosse étude. Et en fait, ben, globalement, on voyait que ben, 50% des problèmes étaient des problèmes de traumatisme et 50% étaient plus ou moins des problèmes de maladie, comme on peut avoir à terre, en fait. Hein. Les traumatismes, c'est sûr que les brûlures, les blessures, etc., c'est peut-être un peu plus fréquent en mer. Et après, ce qui nous avait frappé aussi, c'est que même si ce n'était pas des choses graves, c'était qu'un bateau sur deux avait eu un problème de santé en mer. Voilà. Donc, Oui, quand même. voilà. Donc, Ouais. c'est quand même, voilà, petite anecdote, c'est un confrère cardiologue qui part sur une transat et qui me demande de lui préparer une pharmacie de bord. Et puis quand il revient, je lui dis, bon, bah, ça a été, tu n'as rien, tu n'as rien utilisé. Il dit non, non. Je dis, bon, vous n'avez pas été malade. Non, non, non. Ah, enfin, il dit si. Alors, si, on a quand même utilisé parce que il y en a un membre d'équipage qui, après le départ des Canaries, il a fait une pneumonie, sans doute qu'il avait contracté aux Canaries. Donc, on l'a mis sous antibiotiques. Il y en a un autre qui n'avait pas mis de gants et qui, l'écoute, lui a brûlé les mains. Donc, on a dû faire des pansements. Et le troisième, il est tombé c'était un monocoque, il est tombé en arrière dans la descente, il s'est cassé le coccyx, donc on a dû lui donner des antidouleurs. Voilà. Et ça, c'était un bateau, il ne s'était rien passé. Voilà. Ouais. Ah oui. Bon, Ouais. il arrive toujours des petites choses. Voilà. Oui, oui, il arrive toujours des petits jeux quand Comme à c'est... terre, hein, comme à terre. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je sais que je me suis, tout au début, quand j'ai commencé la voile, je me suis brûlée parce que j'ai lâché une écoute trop vite, mais elle m'a brûlé la main. Bah, je peux te dire que maintenant, je mets des gants. Donc, Voilà. ça sert de leçon, hein. Ça- Ainsi que pour Oui. manier la chaîne et le guindeau. Hein. Ouais, 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 ouais. Alors le guindeau, pareil, là j'en ai parlé dans ma vidéo. Là, j'avais les cheveux beaucoup plus longs à l'époque et Laurent me disait toujours fais attention à tes cheveux. Et un jour, j'ai cru que les cheveux allaient partir dans le guindeau, quoi. Donc c'est quand même dangereux, il faut faire hyper attention. Ouais, ouais. Donc non, il y a plein de choses comme ça à prendre en compte, mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on navigue, on met des choses en place. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que la sécurité du bateau, mais il y a aussi notre sécurité, finalement, voilà, faire attention à notre personne, quoi. Mais c'est sûr, hein, tout à fait. Voilà. Voilà, je pense on a fait le tour. Euh, Pas d'autres questions, Vincent? Non, donc Non, on voilà. a fait le tour. En tout cas, les personnes vont pouvoir vont pouvoir retrouver le site Medidistance sur Internet. Oui. Et puis voilà, je crois on a tout dit. Je te remercie, Vincent, d'avoir pris le temps de partager euh, avec moi et avec nous pour toutes ces informations. Écoute, c'était un plaisir, voilà, et à très bientôt alors. À bientôt, Vincent. Alors, pour que l'aventure d'un voyage en bateau ne vire pas au drame, les formations de secourisme sont essentielles. La réussite d'un voyage en mer tient donc en grande partie dans la préparation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire, un petit pouce. C'est gratuit et ça nous aide bien pour la suite. Et surtout, allez naviguer sur les autres vidéos sur la chaîne. Vous y trouverez peut-être un peu de bonheur. Si vous voulez nous aider, vous pouvez aussi le faire sur la plateforme Patreon. Merci pour votre contribution. Chaque petit geste va nous aider à poursuivre cette aventure de partage de vidéos. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.